Les contes, je les tiens de mon grand-père. Mon grand-père fut pourtant un homme de progrès, mais il ne faisait pas bien la différence entre le passé et l'avenir. Ou plutôt, il est considéré comme inséparable. À chaque pas en avant, disait-il, doit correspondre un pas en arrière. Ne croyez pas cependant que mon grand-père fut partisan de l'immobilisme. Il estimait que l'homme est en perpétuel équilibre entre son avenir et son passé, et que, dans ces conditions, il devait veiller à ce que la découverte du futur n'aille pas plus vite que la découverte du déjà vécu. Le futur est prévisible, disait-il. C'est le passé qui ne l'est pas. Ce qui va nous arriver, nous le savons presque, tandis que ce qui nous est déjà arrivé, nous l'ignorons à peu près complètement. Un esprit rétrograde, c'est celui qui préfère savoir où il va avant de savoir d'où il vient. Moi, je veux savoir d'où je viens avant de m'apercevoir où l'on m'amène. Sinon, le fil se casse. Écoute, petit, écoute, et tu remarqueras comme l'eau murmure et l'herbe frissonne, comme le maïs chuchote et les pins se plaignent. Écoute ces couleurs pour l'oreille. À 8 ans, j'ai fait un caprice, ce qui était bien compréhensible. Un matin, mémé entre dans ma chambre et me dit « Adi ou petite, lève-toi, prépare-toi pour aller à l'école. » Je dis « Mémé, non, je reste au lit. » Pépé m'a tellement promis de m'attraper cette étoile que je l'espère depuis des jours, des semaines, des mois. J'ai compris bien plus tard d'ailleurs que dans ma région, la Chalosse, ce croissant de terre situé sur les rives de l'Adour, la frontière entre le Pays Basque et les Landes, une promesse n'était pas un engagement. Elle appelle mon grand-père, qui vient quelque temps après. Il me dit « Petit, tu ne veux pas te lever ce matin ?» Pépé, non. J'en ai tellement parlé à l'Étienne, au Jean Tachoir, à la Marcel, qui ne me croit plus. « Petit, je vais te la chercher. » J'attends un peu fébrile dans mon lit. Quand il revient, il me dit « Petit, tu la vois l'échelle qu'il y a contre le mur du hangar ?» Et Pépé, je la vois. Eh bien, petit, je suis monté sur cette échelle. J'ai essayé de l'attraper, ton étoile. Je n'ai pas réussi. Alors l'échelle, je l'ai prise. Je l'ai menée au fond du jardin, contre le prunier. Je suis monté sur cette échelle, sur ce prunier. Et j'essaie de l'attraper, ton étoile, au cas des dieux. Le ciel est encore au trou. Comme il m'a vu un peu chiffonné, tristouné, il m'a dit, petit, ce soir je viendrai te chercher à l'école. Et je te la ramènerai. Je me suis levé et je suis parti à l'école confiant. Quand j'ai rencontré l'Étienne, le Jean Tachoir, la Marcel, je leur ai dit que moi, l'Henri, j'avais la chance d'avoir un grand-père qui allait m'apporter une étoile. J'en ai parlé toute la journée, à tout le monde. À 4h30, il était là, fier, sur son brosse, cette grande carriole aux roues cerclées de fer. Il nous fait monter, tous les quatre, et nous partons. Quand il laisse l'Étienne, je dis, Pépé, et mon étoile? Petit, je suis allé à l'Estive. Tu sais, c'est Pré-Pyrénées, là où on n'amène pas cager les bêtes. J'étais plus près du ciel que les autres. Je n'ai pas réussi non plus, petit. Comme j'ai vu une lueur ironique dans les yeux de la Marcel, du Jean Tachoir, de l'Étienne, je me suis mis à pleurer. Pépé m'a pris dans ses bras et m'a dit, petit, ne pleure pas. Demain matin, c'est moi qui viendrai te réveiller. Et là, je l'aurai, ton étoile. Je vous avoue que j'ai mal dormi. Le lendemain matin, j'ai attendu longtemps. Puis son pas lourd dans le couloir a résonné. Il ouvre la porte. Il avait une main fermée. Il me dit, Adi ou petite, Ada recueille. Maintenant je l'ai. Ouvre la fenêtre. Je me précipite.
J'ouvre la fenêtre, je pousse les volets. Le ciel était d'un bleu azuré, le soleil inonde la pièce. Il vient vers moi et me dit « Que l'asbis, tu la vois ?» Moi, je regarde interdit et je ne vois rien. Je dis « Pépé, il n'y a pas d'étoiles. » Il regarde aussi, il me dit « Petit, j'ai compris. Tu les vois les étoiles en plein jour ?» Mais Pépé, non. C'est pour ça que tu l'as pas vu, petit. Cette nuit, quand je l'ai attrapée, elle était chaude dans la mer. Elle battait comme un cœur de pigeon. Ta grand-mère, l'Angèle, me disait « Léman, ferme la lumière, petit. » Ce n'était pas la lumière qui était allumée. C'était l'étoile qui brillait pour toi. Ce soir, je te la montrerai. Le soir, il m'a mené au fond du jardin, vers le prunier. Il m'a dit, petit, regarde la lune, en dessous, à gauche. Tu la vois, cette étoile? C'est celle-là que j'ai attrapée pour toi. Et je peux vous dire que maintenant, lorsqu'il y a une nuit diamantée d'étoiles, je sors moi aussi. Je regarde la lune, en dessous, plus à gauche. Et je me dis que moi, l'Henri, j'ai la chance d'avoir une étoile qu'un jour mon grand-père m'a attrapée. Un soir, alors que Mémé travaillait sur le pantalon du grand-père, j'ai dit « Mémé, tu reprises ?» Il répond à sa place. Et il me dit « Petit, ici on ne reprise pas, on brode. » J'ai compris qu'à chaque accroc, Mémé prenait un fil de couleurs différentes et brodait un motif. Vous auriez vu cet homme, avec ce pantalon qui avait 20 ans, 30 ans d'âge, tout chamarré, avec ses 1000 couleurs quand il partait au champ. C'était presque un costume de fête. Lors de la dernière guerre, petit, tu as des Lorrains et des Alsaciens qui sont venus, poussés par l'exode, et ils se sont réfugiés au pays. Mais au bout de 5 ans, certains de leurs fils ou de leurs filles sont restés pour épouser nos garçons ou nos filles. Ce fut le cas de Bremer, petit. Il s'est marié avec la Juliette et eut un jeune fils, l'Étienne. En revenant de la chasse à la bécasse, Bremer entend un bruit du côté des fourrés. Il va vers ces fourrés et découvre morte, une gitane, morte d'épuisement, petit. Tu connais les gitans. Ils donnent leurs jambes au vent pour traverser nos Pyrénées et retrouver les leurs en Espagne. Mais sur elle, entourée de 1000 chiffons, une petite fille de 2 ans à peine, fraîche, vive, des yeux noirs, qui le fixait intensément. Il la prend dans ses bras, il court jusqu'au village. Il la confie à la Juliette en lui disant « Prends-en soin, nous les hommes, nous allons enterrer décemment cette femme. » Petit, ils l'ont élevée comme leur fille. Et comme il l'a trouvée dans la montagne, il l'appelait du nom de ses fruits, Myrtille. Elle a poussé avec l'Étienne. Et à l'âge de 16 ans, il lui a dit d'où elle venait. Mais à partir de ce moment-là, elle s'est un peu fixée en retrait. Elle se disait, j'aime Bremer, j'aime la Juliette et l'Étienne comme mon frère, mais j'aimerais retrouver les miens, retrouver mon peuple, car ils sont ma mémoire. Un jour, alors qu'il se reposait, après avoir fait les foins en montagne, elle s'est levée, doucement, ne faisant craquer aucun branchage, et sans se retourner, a couru vers la chaîne des Pyrénées, petit, sans perdre haleine, courant jusqu'au soir, et s'affalant dans l'herbe et s'endormant sur place. Bremer, lorsqu'il ne l'a pas vue, s'est dit, la petite a dû descendre, retrouver la Juliette. Quand lui-même fut descendu le soir avec l'Étienne, qu'il a demandé à Juliette où elle était, il était là la chercher avec d'autres hommes. Ils ont battu la montagne, petit, toute la nuit, et ils ne l'ont pas trouvée.
Il ne s'est jamais remis de cette absence. Le lendemain, la myrtille s'est levée et a continué son périple vers l'Espagne. Tout d'un coup, elle entend du bruit derrière elle. Elle se retourne et qu'est-ce qu'elle voit? Fière, un gitano, qui lui dit «¿De dónde viene? Me voy como cada año a las ferias de Sevilla y otras. Si usted quiere, viene conmigo. Viens avec moi si tu veux. Je vais retrouver les miens.» «Je veux bien», dit-elle. «Toma, prends mon sac.» Elle prit son sac, elle le suivit. On n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Les années ont passé. L'Étienne a épousé la fille avenante du boulanger. Et un soir d'hiver, alors que le ciel était traversé d'orage, délavé de mélancolie, la neige petit à petit est venue vers lui. La neige a frappé contre la maison, les volets ont claqué, et lui, Bremer, qui était assis, en train de regarder ces éléments, a poussé un grand soupir et sa tête s'est affalée sur sa poitrine. La Juliette est venue. Bremer était mort, petit. Elle regarde par la fenêtre et qu'est-ce qu'elle voit? Une charrette, tirée par un cheval galeux, derrière lequel marchaient des enfants dépenaillés pieds nus. Une femme et un homme en haillons. Qui sait, petit? C'était peut-être Myrtille. À 17h, je rentre de l'école comme tous les jours. Mais ce jour-là, je devais faire signer mon carnet de notes. Pépé, me voyant raser les murs, m'appelle. « L'Henri, bien bête. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois me montrer ton carnet de notes ?»« Si, Pépé, montre-le-moi. » Il le regarde et il me dit « Petit, c'est pas bien brillant. Je vais te fabriquer des bonbons pour être intelligent. » Il me laisse planter là. Il va dans la cuisine. J'entends le bruit du placard qui s'ouvre. Un bruit de vaisselle et il revient tenant dans sa main une soucoupe blanche avec 2 bonbons d'une couleur indéfinissable. Blanc sale. « Mange, petit. Avec ça, tu vas devenir intelligent. » Devant son regard ferme, je prends de ces bonbons. Je le mets dans la bouche, je fais une grimace et je dis « Pépé, c'est un bonbon à la menthe avec de la farine dessus. » Tu vois, petit, tu commences. Quand j'étais jeune, j'ai connu, petit, un garçon qui s'appelait comme toi, l'Henri. On est allé à l'école jusqu'à l'âge de 12 ans. Moi, j'ai travaillé avec mon père, qui m'a transmis 4 hectares, 2 de vignes et 2 de maïs. Lui, l'Henri, il n'a pas eu la chance d'avoir des parents qui lui ont transmis un patrimoine. Il a fait comme eux. Il s'est loué de ferme en ferme et est devenu berger dès l'âge de 14 ans. Il partait à l'estiu avec 300 génisses de 4 villages, entre Pâques et la Toussaint. Quand il redescendait, il allait se louer de ferme en ferme pour curer les écuries, faire le bûcheron. Mais surtout, on sortait ensemble au reste des villages. Nous allions à Gaujac, Pomarez, Amou, Misson, Abbas, tous les samedis soirs, en faisant 5, 10, 15, parfois 20 kilomètres petits à pied. Nous allions danser avec les filles de ces villages, au son de l'accordéon sous les platanes. Et c'est là qu'il est tombé amoureux de Blanche. Blanche, petit, était belle comme le jour, fraîche comme une fleur, souple comme une liane. Il en est tombé tellement amoureux, petit, que chaque hiver il a retrouvé. À l'âge de 20 ans, il a mis son plus beau costume. Il est allé demander la main à son père. Lorsqu'il a frappé à la porte, petit,
Le père lui a dit, « Umbas, où vas-tu? Je viens vous voir. J'aime votre fille blanche. Je danse depuis 6 ans, à chaque est, à chaque hiver. » Comment? Tu penses que moi, le père, je vais donner ma fille à quelqu'un qui est berger, absent 6 mois de l'année, hors d'ici? On aurait cru que tout le poids du monde lui était tombé dessus. L'Henri a serré bien fort dans sa main sous bastoune, son béret de l'autre, et on ne l'a jamais plus revu. Plus jamais petit au reste des villages, mais il est resté berger à l'Estive. Les années ont passé, et alors qu'il était assis au milieu de ses vaches, il a vu arriver un coq de bruyère. Tu les connais, ces grands tétras, ils sont fiers. Celui-là, petit, n'était pas fier du tout. Il était blessé à la patte. Il lui dit, « Adieu, l'Henri. J'ai les chasseurs à 5 minutes de marche. Tu peux me cacher, me soigner ?» L'Henri lui a fait une attelle. Il l'a caché sous une botte de paille. Quand les chasseurs sont arrivés, ils lui ont dit, « Adieu, l'Henri. Capabis unco? Nous, qui rebis. » Et les chasseurs sont partis. Pendant 15 jours, il a soigné ce coq. Il lui a donné à manger dans sa main. Et quand le coq fut rétabli, le coq lui a dit, « L'Henri, je te remercie. J'ai eu besoin de toi. Un jour, tu auras besoin de moi et je serai là pour t'aider. » Adieu, l'Henri. Adieu, le coq. Les années ont passé, petit. Et nous, les hommes, nous avions remarqué qu'à cette fin octobre, il avait neigé à 2000 mètres d'altitude sur l'Estiu. Nous avons donné nos oreilles au vent pour qu'il nous amène le bruit des sonnailles des bêtes. Nous avons scruté la montagne avec nos jumelles. Rien. Au bout de 3 jours, nous sommes montés et nous avons trouvé un troupeau dispersé, des chiens faméliques qui grognaient et assis contre un tronc d'arbre. L'Henri, mort. Je vais te dire comment il est mort, petit. Le coq est revenu. Et le coq lui a dit, « L'Henri, ta dernière heure est venue. Tu vas passer de la vie à trépas. » Les contes, je les tiens de mon grand-père. Mon grand-père fut pourtant un homme de progrès, mais il ne faisait pas bien la différence entre le passé et l'avenir. Ou plutôt, il est considéré comme inséparable. À chaque pas en avant, disait-il, doit correspondre un pas en arrière. Ne croyez pas cependant que mon grand-père fut partisan de l'immobilisme. Il estimait que l'homme est en perpétuel équilibre entre son avenir et son passé, et que, dans ces conditions, il devait veiller à ce que la découverte du futur n'aille pas plus vite que la découverte du déjà vécu. Le futur est prévisible, disait-il. C'est le passé qui ne l'est pas. Ce qui va nous arriver, nous le savons presque, tandis que ce qui nous est déjà arrivé, nous l'ignorons à peu près complètement. Un esprit rétrograde, c'est celui qui préfère savoir où il va avant de savoir d'où il vient. Moi, je veux savoir d'où je viens avant de m'apercevoir où l'on m'amène. Sinon, le fil se casse. Écoute, petit, écoute, et tu remarqueras comme l'eau murmure et l'herbe frissonne, comme le maïs chuchote et les pins se plaignent. Écoute ces couleurs pour l'oreille. À 8 ans, j'ai fait un caprice, ce qui était bien compréhensible.